Vous avez passé 3 ans et demi en détention en Iran avant d'être libéré en novembre dernier, mais assigné à résidence encore 5 mois à l'ambassade de France à Téhéran. Vous êtes en France depuis mercredi dernier, vous êtes arrivé à Paris en France. D'abord, j'ai envie de vous demander quels sentiments vous traversent depuis mercredi dernier, depuis que vous êtes retourné au pays. Eh bien, c'est un immense soulagement et un immense bonheur. Nous avons enfin pu serrer nos proches dans nos bras. Donc voilà, c'est ça les sentiments qui me viennent en tête là comme ça, Le bonheur. immédiatement, le bonheur, oui, et le soulagement. Et vous, Jacques? C'est le bonheur, la joie et l'odeur de la liberté. Nous étions enfermés dans quelques mètres carrés pendant 3 ans et demi. Et maintenant, nous pouvons aller et venir et voir le ciel, voir la nature et voir l'horizon. Elle a quelle odeur, la liberté? La liberté, elle a une odeur sans prix. Une odeur, c'est, vous savez, lorsqu'on a été privé de tout, on s'émerveille de chaque chose. Vous allez nous parler de ces conditions de détention vraiment inhumaines. Mais d'abord, est-ce que vous avez vu l'un et l'autre, un médecin, un psy, depuis votre arrivée? Oui, nous avons fait des analyses à l'hôpital Bégin et en fait, tout va bien, heureusement. Nous sommes en excellente santé mentale et physique, donc nous sommes très contents de cela. Vous avez dit avoir vécu l'horreur au quotidien pendant ces 3 ans et demi de détention. On va en parler, mais d'abord votre arrestation en mai 2022. C'est votre dernier jour de voyage touristique en Iran. Oui. Là, c'est soudain, c'est brutal. Vous vous faites arrêter, vous vous y attendez absolument pas? Ben non, on arrivait à quelques minutes de l'aéroport pour prendre l'avion du retour. Notre taxi a été bloqué par 2 véhicules. Nous avons été arrachés de la voiture, l'un dans une voiture, l'autre dans l'autre. Et puis nous avons été menottés, on nous a mis un bandeau sur les yeux et tout a basculé. Nous sommes rentrés dans un autre monde, celui de l'incarcération et celui de l'incarcération en Iran, qui est quelque chose de très spécial. C'est quelque chose de très spécial et je voudrais que vous l'expliquiez. Quand vous parlez d'horreur au quotidien, quand vous parlez d'arbitraire permanent, l'un et l'autre, comment ça se manifestait, et notamment quand vous étiez dans cette terrible prison d'Evin, parce que vous avez été transféré dans plusieurs lieux, dont certains d'ailleurs vous ne savez même pas où vous avez été transféré, mais dans la prison d'Evin, c'est quoi des conditions inhumaines? Alors des conditions inhumaines, c'est rester 3 mois en isolement total, dans une cellule complètement vide. On dort par terre, on a des couvertures, on n'a pas de lit, on n'a pas de matelas. On n'a absolument rien dans la cellule. Je n'avais même pas un vêtement à moi, même pas une brosse à dents. Il y avait un processus de déshumanisation totale, c'est-à-dire qu'on m'a privé de tout ce qui faisait mon identité. J'étais en fait dans un pyjama gris pendant 3 ans et demi. Je ne pouvais même pas voir mon visage parce qu'on n'avait pas accès à un miroir. Donc en fait, c'est perdre un peu tous ses repères et c'est être complètement seul. Et voilà un peu ce qu'on peut dire sur ces conditions. Parce que on vous a séparés très vite et vous étiez donc dans ces cellules, petites cellules, pas de matelas, vous dormiez à même le sol. Et parlez-moi de cette lumière horrible, de ce néon tout le temps, 24 heures sur 24, jour et nuit. C'est-à-dire que pendant 3 ans et demi, on n'a pas vu le noir, si vous voulez. On a été tout le temps, toutes les nuits, jour et nuit, sous cette lumière. D'ailleurs, quand il y avait une panne d'électricité le jour, on était dans une pénombre. Donc, et effectivement, lorsque vous dormez, vous êtes tout le temps sous une lumière comme ça. Vous avez des troubles du sommeil qui sont provoqués. Les troubles du sommeil entraînent des troubles de l'alimentation. Et ensuite, tout le fonctionnement, si vous voulez, vous met dans un état d'incertitude maximum entre les interrogatoires, le déroulement du temps et toutes ces choses-là. Le mot d'incertitude, vous le prononcez, vous dites... en fait, vous ne saviez pas, on ne vous parlait pas pendant 3 ans et vous aviez peur pour votre vie de tous les jours, en fait. Vous aviez peur qu'on vous dise « on va vous exécuter aujourd'hui ». En fait, on ne nous a pas dit clairement quelles étaient nos accusations, mais on subissait des menaces en permanence, menaces de dégradation de nos conditions de détention, c'est-à-dire qu'on est passé de l'isolement ensuite à des cellules, on était avec d'autres personnes, mais on savait que si on parlait sur ce qu'on vivait,
sur la pression qu'ils exerçaient sur nous, on risquait de retourner en isolement total. On nous menaçait également de pendaison, puisqu'on nous disait il est possible que vos accusations vaillent condamnation à mort. Et puis on nous menaçait même de nous envoyer dans des endroits où on ne survivrait pas. Hein. C'est ce qu'on nous a dit. Voilà. Quand vous dites, Jacques, que c'est des vrais... Vous employez l'un et l'autre. Hein. Le mot, d'ailleurs, a été employé par le ministre des Affaires étrangères, le mot de torture blanche, comme on appelle. C'est vraiment pour essayer de vous briser. Ils ont vraiment essayé de vous briser. Vous, par exemple, vous avez des lunettes. Vous portez des lunettes parce que vous êtes myope et astigmate. Eh bien, on vous les a retirées. Tout à fait. Dans les cellules d'isolement, les lunettes, entre autres choses, tout est interdit, mais les lunettes sont interdites aussi. Et comment vous faisiez pour vivre sans lunettes ? De toute façon, on reste dans les murs, si vous voulez. Vous avez un univers qui se réduit à 9 mètres carrés. Donc vous voyez les murs, mais vous n'avez que ça à voir. Et vous êtes... mais ça fait partie du processus de déshumanisation, si vous voulez. Tout est mis... C'est un protocole. C'est un protocole systématique pour vous désorienter dans le temps, dans l'espace, vous mettre dans l'état d'incertitude, vous menacer de mort, puisque, comme l'a dit Cécile, et j'insiste là-dessus, à chaque interrogatoire, j'avais des menaces de mort. Soit nous tuer tout de suite, soit de condamnation à mort. C'était comme ça. Donc vous aviez peur, en fait, tous les jours de mourir ? C'est ça. On ne savait pas quelle serait l'issue du processus, mais vous aviez cette dimension permanente, menace de mort. Comment vous passiez vos journées ? Votre sœur qu'on a interviewée, Cécile, nous a raconté que vous avez laissé 3 livres et que vous tentiez d'apprendre l'Odyssée par cœur, l'Odyssée d'Homère par cœur. Est-ce que c'est vrai, ça ? Oui, tout à fait. Alors, comme on l'a dit, comme l'a dit Jacques, le problème, c'est le sommeil. C'est-à-dire, on est sous tension en permanence, on a peur de mourir, on a peur d'être complètement privé de nos proches. Donc, avant de dormir, c'est particulièrement difficile de faire face à l'anxiété. Donc, la technique que j'avais trouvée, c'est d'apprendre l'Odyssée par cœur. Donc, au moment où je fermais les yeux, je récitais l'Odyssée dans ma tête, ce qui me permettait de trouver le sommeil. Parfois, ça prenait un chant entier, parfois quelques vers suffisaient. Et comme ça, je suis allée jusqu'au chant numéro 5, jusqu'à ce que finalement, ils décident de me retirer, y compris ce livre. Et je leur ai demandé, je leur ai dit... Privez-moi de tous les autres livres, mais pas l'Odyssée, mais ça faisait partie du processus de torture blanche, c'est-à-dire tout ce qui pouvait vous apporter un réconfort à un moment donné, vous en étiez privé à un autre moment pour vous mettre dans une situation d'insécurité psychologique permanente. Vous, ce que vous faisiez, c'est que vous faisiez du sport toute la journée, du sport, pour vous crever, si j'ose dire, pour pouvoir dormir. C'est ça, de plus en plus, au fur et à mesure, parce que c'est comme... toute chose, votre corps devient plus résistant, donc il en faut plus pour vous fatiguer. Donc à la fin, ça finissait par occuper une très grande partie de la journée. Et c'était un des moyens pour tenir le coup, et peut-être d'ailleurs le moyen essentiel. Un autre moyen de torture qu'ils ont utilisé, c'est aussi quand vous sortiez pour aller aux toilettes, par exemple. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Comment ils se comportaient avec vous, vos geôliers ? Je vais vous dire que j'ai rapporté un souvenir de ma détention. Dès que vous mettiez un pied en dehors de la cellule, vous aviez un bandeau sur les yeux, voyez ? Et il devait être placé de telle manière que vous ne voyiez que vos pieds. Donc vous deviez baisser la tête pour pouvoir marcher. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc voilà comment les choses... se passait. Non, il était plus bas. Voilà. C'est un exemple d'humiliation et de déshumanisation très concret qu'on a vécu tous les deux. C'est la prison, c'est le système du quartier 209 de la prison des villes. Tout le monde est comme ça. Je vais vous raconter une anecdote. On a été au tribunal et au tribunal, on n'avait pas besoin de mettre le bandeau pour aller aux toilettes. C'était la première fois que j'allais aux toilettes sans bandeau, en fait, depuis le début de mon incarcération. Et j'ai eu le sentiment qu'il me manquait quelque chose. Parce qu'on était tellement habitués à mettre le bandeau à chaque fois qu'on mettait les pieds à l'extérieur de notre cellule. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de vous briser. Pendant ces mois de détention, il y avait à l'extérieur de la prison des révolutions. Il y a eu la révolution Femmes, Vie, Liberté, puis il y a eu la révolution qui a été réprimée. On couvrait
le conflit en disant qu'il y avait de plus en plus de jeunes et de femmes qui étaient incarcérées à la prison d'Evin. Est-ce que vous les entendiez? Est-ce que vous les voyiez, ces femmes-là, Cécile? Oui, à cette époque-là, en fait, moi, je n'étais plus en isolement. Donc, les femmes ont commencé à arriver dans ma cellule. Il y avait des femmes de tous âges et de tous milieux. Il y avait vraiment une mobilisation d'ampleur. Je crois, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai rencontré ces femmes. Et il y avait une grande effervescence. À la fois une peur, évidemment, mais aussi, je crois, une rage et une volonté d'aboutir. Et donc, ça a été à la fois des moments très douloureux, parce qu'on était 9 dans une cellule de 9 mètres carrés, donc on dormait sur le flanc, en fait, il faut s'imaginer ça. Et en même temps, on échangeait... Sans matelas, par Sans terre. matelas, bien sûr. On était collés les unes aux autres. Et en même temps, c'était un moment d'échange aussi. Je voudrais que vous reveniez... Alors, je sais que c'est un des pires souvenirs pour vous, c'est les aveux. Ils vous ont forcé à avouer l'espionnage à la télévision dans une vidéo qui était passée. Et ça, c'est un des moments les pires. C'est un moment les pires de notre vie, tout court. Vous savez, c'est un processus qu'ils ont mis en place pour arriver à leur fin. Lorsqu'ils vous mettent devant les caméras, il faut comprendre que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, par exemple, parce que pour ce qui me concerne, j'étais accompagné par 5 gros bras qui n'étaient évidemment pas à l'écran. Ils étaient dans la pièce d'à côté, parce qu'ils vous disent ce qu'il faut dire, et vous n'avez pas le choix. Si vous ne le dites pas, que va-t-il vous arriver? Ils ont toutes les possibilités, tous les moyens. C'est l'arbitraire complet. Et par ailleurs, il faut savoir que c'est un procédé qui est très utilisé par centaines par la République islamique depuis des années et des années. Comment vous avez fait pour tenir l'un et l'autre? Alors, en fait, on avait la conviction au fond de nous qu'on ne nous laisserait pas tomber. Et ça a été confirmé parce qu'au bout de 7 mois, on a enfin pu joindre nos familles qui nous ont parlé de cette mobilisation. Et on s'est dit, pour nos familles qui se battent, pour nos amis, pour nos collègues, pour tous les inconnus qui se battent pour nous, il ne faut pas lâcher, ils ne nous détruiront pas. Et cette phrase, on la prononçait, on se la disait tous les jours pour se convaincre et pour se pousser en avant, pour tenir le coup jusqu'à ce qu'on vienne nous chercher. Jusqu'à ce qu'ils viennent vous chercher, c'était en novembre. Et là, ils vous ont prévenu 1 jour ou 2 jours à l'avance que vous alliez sortir de prison ou rien du tout? Non, on n'a pas été prévenu. Même on a été prévenu que quelques dizaines de minutes avant, parce que pour ce qui me concerne, ils m'ont dit « prends une douche, on va chez le médecin ». Bon, et même en arrivant l'un et l'autre à la prison d'Evin, les officiers de renseignement qui étaient là nous ont dit « vous ne serez pas libérés », alors qu'on l'a été 1 heure après. Et là, vous êtes assigné à résidence. Vous êtes libre, entre guillemets, mais vous êtes assigné à résidence à l'ambassade de Téhéran. Ça va durer 5 mois. Et puis, mardi dernier, alors même qu'il y a une offensive armée des Américains, des Israéliens sur Téhéran, l'ambassadeur de France vous dit, quoi, la veille, vous envoie un SMS, c'est peut-être demain qu'on va pouvoir quitter le pays, c'est ça? Alors, il vient nous voir à 19h et il nous dit, ça y est, les choses se débloquent, mais on ne sait pas quand vous allez pouvoir partir, il faut que vous vous teniez prêts, faites vos bagages. Et puis, il nous dit, ce sera peut-être demain. Mais je vous confirmerai ça plus tard. Et à 22h, on a le texto qui dit « c'est bon ». Et donc, on est parti à 6h30 du matin. Ça a été un voyage de 6h30 qui a été en fait un grand soulagement, enfin un soulagement croissant tout au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la frontière. Mais au moment d'arriver à la frontière, nouveau coup de théâtre. À cause d'un problème dans la chaîne de commandement, celui qui devait nous laisser passer a bloqué. Donc il a fallu encore négocier. C'est l'ambassadeur qui a fait cela. Et on est resté quand même 3 heures jusqu'à ce qu'on puisse enfin traverser le pont. Et passer en Azerbaïdjan et avoir vos familles et leur dire on est libre. Je voudrais ajouter une chose, c'est qu'on est sortis dans des circonstances qui sont assez particulières, puisque tous les jours, toutes les nuits, on entendait les bombes exploser dans Téhéran et que ça faisait écho pour nous parce qu'on a subi le bombardement de la prison d'Evin et là, on a failli passer parce que les bombes ont explosé à quelques mètres du bâtiment de détention où nous étions.
et le bâtiment, toute une partie a été soufflée par ailleurs. Donc comprenez que le soulagement est d'autant plus important qu'on a le sentiment d'être en quelque sorte des rescapés du bombardement d'Israël sur la prison d'Evin, parce qu'il y a eu 79 morts. Donc c'est quelque chose qui a aussi couru tout au long de cette guerre. Et lorsque nous avons passé la frontière, bien oui, on a pu appeler nos familles et leur dire « ça y est, on est libre ». Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, l'un et l'autre? Eh bien, d'être heureux, mais je crois qu'on est bien parti pour cela, parce qu'on a vraiment ce mantra, vive la vie, Jacques l'a dit, et je crois que ça va être vraiment notre objectif dans les jours à venir. Et bien sûr, on souhaite aussi, on ne l'a pas dit, on n'a pas pu le faire, mais de remercier tous ceux qui se sont battus pour notre libération. Un grand merci. Voilà. Oui, un grand merci. Et puis pour nous, c'est un nouveau départ. C'est la vie qui s'ouvre à nous. Vive la vie alors, et on vous souhaite le bonheur. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci, je pense que c'était important. On avait vraiment envie de vous entendre sur ces conditions de détention qui sont vraiment inhumaines.